Maintenant que nous avons parlé de l'abri principal, on va devoir parler d'un accessoire indispensable, le tapis de sol. Avant de parler du tapis de sol, je vais devoir t'expliquer encore une fois quelques processus scientifiques. Donc je vais te demander d'être extrêmement attentif pour pouvoir comprendre de quoi je parle. Pour comprendre de quoi je parle, je vais t'expliquer ce qu'est la chaleur et ce que c'est le froid. Alors la chaleur, il faut imaginer un sac à bonbons, d'accord? Tu imagines un grand sac avec plein de bonbons à l'intérieur. Les bonbons, ce sont ce qu'on appelle des particules. Plus il va faire chaud, plus ces particules vont être actives, plus elles partent dans tous les sens, plus elles s'entrechoquent, plus elles libèrent d'énergie, d'accord? C'est ça la chaleur. Plus il fait chaud, plus elles vont vite, plus ça s'entrechoque, plus il y a de chaleur, plus il y a d'énergie. A l'inverse, le froid, c'est l'inertie de ces particules. Plus il fait froid, moins ces particules sont actives, moins elles s'entrechoquent, plus les chocs deviennent rares, plus il fait froid parce qu'il y a moins d'énergie libérée. Il y a un processus physique dans la nature qui est inaliénable, c'est que la chaleur va toujours aller vers le froid. Pourquoi? Parce que les particules, lorsqu'elles s'entrechoquent, comme je te l'ai dit, elles libèrent de la chaleur. Le froid, elles, ce sont des particules qui sont inertes, qui bougent très peu, il y a très peu de chocs. Et lorsque la chaleur libère de l'énergie, eh bien les particules de froid elles vont absorber cette énergie. La chaleur libère de l'énergie, le froid absorbe l'énergie. Ce qui fait que la température chaude de ton corps, elle ira toujours vers la température froide du sol. C'est pour ça que peu importe la situation, peu importe où tu te trouves, peu importe l'environnement, tu dois toujours t'isoler du sol le plus efficacement possible. Sinon, le froid du sol absorbera toujours ta chaleur corporelle. Et il faut savoir qu'une bonne isolation du sol, ça représente environ 50% de ta température corporelle. Tu imagines 50%. On imagine bien souvent qu'il faut prendre un gros sac de couchage pour avoir chaud, pour maintenir sa chaleur corporelle. Pas du tout. Tu peux avoir le sac de couchage le plus épais du monde, d'accord? Si tu te retrouves au sol dans un environnement qui est extrêmement froid, ça absorbera la chaleur à travers ton sac de couchage. Donc tu perdras de la température corporelle et tu peux te retrouver en hypothermie. Donc tu retiendras ce chiffre, 50% de ta température corporelle, elle est liée à ton isolement par rapport au sol, par rapport à une source froide. Tu vas avoir environ 30% avec l'abri extérieur, 50% avec l'isolation du sol et le reste, ça va être tes vêtements, ça va être la couche d'isolation, par exemple le sac de couchage. C'est pour ça que tous les fabricants, tous les fournisseurs comme ça d'isolants thermiques, de matelas gonflables ou de matelas en mousse, ça va être exactement la même chose pour les deux. Ils ont créé une valeur commune qu'on a appelée la R-value. La R-value, c'est quoi? C'est une valeur qui va indiquer le pouvoir isolant de ton matelas. Alors comment ça va se passer concrètement cette isolation? Tu vas avoir les matelas gonflables. Les matelas gonflables, tu insuffles de l'air à l'intérieur. En fonction de l'épaisseur d'air dans ce matelas, ça va créer une isolation par rapport au sol. Le matelas en mousse, ça va être exactement la même chose. C'est fait de mousse. Il y a des particules d'air qui rentrent à l'intérieur. Il faut imaginer qu'en fait, dans ton matelas en mousse, il y a un tapis de plein de petites billes qui se serrent les unes contre les autres. Ces petites billes-là, c'est de l'air. Cet air-là, il va t'isoler du sol. La R-value, c'est quoi? C'est une valeur d'isolation thermique qu'on va donner à ton matelas pour pouvoir distinguer des saisonnalités, pour pouvoir distinguer des utilisations dans tel ou tel environnement, telle ou telle température. Par exemple, une R-value jusqu'à 2, ça va suffire pour t'isoler du sol dans des températures extrêmement clémentes en été. Une R-value entre 2 et 4, on va appeler ça une 2-3 saisons, ça va suffire pour dormir au printemps et en été. Au-dessus de 4 et jusqu'à 6, ça va être des R-values pour l'hiver. Et au-delà de 6, ça va être vraiment pour des environnements extrêmes. Par exemple, pour aller en alpinisme en pleine montagne quand il fait moins 40. Donc tu t'en doutes, plus la R-value elle est élevée, plus le matelas il va avoir la possibilité d'être épais, d'accord? Et plus il est épais, plus il y a de matière, forcément, plus il est lourd, plus il est cher. On va passer par exemple des R-values de 2 sur des matelas en mousse qu'on va trouver à 15 € chez Decathlon, à des R-values comme chez Thermarest par exemple, des R-values de 8 avec des matelas à 260, 300 €. Donc il y a une énorme différence entre les deux. Donc c'est à toi de choisir déjà en fonction de ton budget, mais aussi en fonction de ton environnement, en fonction de tes activités, de la saisonnalité de tes activités, de quoi tu as besoin. C'est complètement inutile d'aller sur une R-value de 8 par exemple, si tu ne sors qu'en été pour aller dormir dans ton camping en Bretagne, encore une fois avec ta tente monoparoi, ça n'a aucun intérêt de mettre 300 € pour ça. Par contre, si tu fais de l'alpinisme, si comme moi tu dors vraiment toutes saisons confondues dehors, que tu aimes voyager, que tu peux te retrouver autant par terre dans le désert qu'en pleine montagne par -20, là tu vas être obligé d'aller vers un matelas avec une R-value la plus importante. Une R-value de 2, ce sera complètement insuffisant, ce sera te mettre en danger. C'est comme dormir sans sac de couchage, ni plus ni moins. Alors à titre de comparaison, ici j'ai ramené 3 types de matelas différents. Ici on a un matelas en mousse avec une R-value d'environ 1,5, d'accord? Donc il est même pas à 2. Ça suffit pour dormir l'été dans des températures vraiment très clémentes.
L'avantage des matelas en mousse comme ça, c'est que c'est hyper léger, multifonction. Par contre, c'est hyper encombrant. Moi, je déteste les matelas en mousse. Alors ça va avoir plutôt une utilité pour pouvoir monter un campement extrêmement rapide. Ou alors vraiment une utilité au niveau du budget. Parce qu'un truc comme ça, comme je vous l'ai dit, ça coûte 10-15 €. Voilà, pas plus. Ici, j'ai un matelas autogonflant avec une R-value de 3,5. Ça va être un matelas 3 saisons. C'est suffisant pour le printemps, pour l'été, pour l'automne. Par contre, ce ne sera pas suffisant en hiver. Autogonflant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se gonfler quasiment tout seul sans trop d'efforts avec une pompe intégrée. Donc en général, ceux-là, ils sont plus chers. Ils sont plus volumineux et en plus ils sont plus lourds et beaucoup plus fragiles. Ensuite, on va avoir les matelas gonflants classiques. Il va falloir fournir une action pour les gonfler. Ici, par exemple, j'ai un Thermarest avec une R-value de 8. D'accord? Donc là, on est tout à fait hors gamme par rapport à là. Là, on est sur un matelas qui vaut dans les 250-300 €. Alors qu'ici, on est sur un matelas qui vaut une cinquantaine d'euros. Vous comprenez la différence du budget en fonction des besoins. Ça, c'est totalement inutile, encore une fois, pour aller au camping en Bretagne du 5 août au 13 août. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez plutôt prendre quelque chose comme ça, ou alors un gonflant comme ça qui a la même valeur que celui-ci, mais qui sera plus compact et plus léger. Alors, je ne vais pas vous les déballer maintenant, ça n'a pas grand intérêt. Vous avez déjà vu des matelas gonflants. Par contre, je vais parler d'une particularité sur les matelas gonflants. Par exemple, sur celui-ci, je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer quand même. On va avoir ce qu'on appelle un sac à pompe. Le sac à pompe, il sert à quoi? Il sert à capter voilà, l'air extérieur. Hop, pour pouvoir l'envoyer à l'intérieur du matelas pour le gonfler. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise jamais sa bouche pour pouvoir gonfler ce genre de matelas? On va en revenir à l'explication précédente, la condensation. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on gonfle ce genre de matelas à la bouche? L'air qu'on expulse, il est humide. Donc, on va expulser de l'humidité à l'intérieur de notre matelas. C'est la même chose, c'est le même principe de condensation. Deuxième explication, c'est qu'en plus, quand on expire très souvent de l'humidité dans ces matelas, on va avoir du mal à expulser la totalité de l'humidité et on va créer des moisissures. Et plus il va y avoir de moisissures à l'intérieur, plus elles vont fragiliser les parois de votre matelas. C'est comme ça qu'on risque d'éclater un matelas où vous allez vous retrouver du jour au lendemain avec une couture du matelas qui pète, qui commence à se dégonfler tout seul. Voilà. Donc si vous voulez absolument le faire perdurer et surtout si vous voulez qu'il soit performant, on va utiliser un sac de gonflage ou alors un appareil de gonflage. Jamais la bouche. Il faut savoir que peu importe le type de matelas, que ce soit deux gonflants, que ce soit deux moussants ou que ce soit une mousse et un gonflant, ils sont tous compatibles entre eux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir additionner la R-value. Là, on a une R-value de 3,5 qu'on va additionner avec une R-value de 1,5. Donc avec les deux l'un sur l'autre, on se retrouve avec une R-value de 5. Et ça va fonctionner pour tous les matelas. Si on additionnait deux R-values comme ça, de 5 l'une à l'autre, on aurait une R-value de 10. Vous comprenez? Le choix qu'on va faire, donc ça va être en fonction du budget, en fonction de l'environnement, de l'activité. Par exemple, un matelas gonflable comme ça, tout seul pour aller dormir en forêt. Alors là, vous avez vu, j'ai mis le matelas en mousse pour le protéger. Mais là, on a des tas de choses, on a des coques de châtaigne, on a des tas de pics, on a beaucoup de choses dans la forêt qui vont pouvoir percer le matelas extrêmement facilement. Donc un matelas gonflable comme ça pour aller dormir dans la forêt, c'est pas franchement une bonne idée, il fera pas l'année. Donc c'est pas la peine d'investir dans un truc à 300 € pour aller le péter au bout de 2 semaines dans la forêt. Par contre, si le but c'est d'aller faire des treks, de marcher pendant plusieurs semaines, de gagner du volume dans le sac à dos, de gagner du poids, on se dirigera toujours vers un matelas gonflable. Par contre, pour tout ce qui est activité militaire, activité survivaliste, vous avez vu beaucoup de vidéos, la plupart ils vont utiliser un matelas en mousse. Et on va utiliser ce qu'on appelle un carré-mat. Le carré-mat, c'est quoi? C'est un matelas en mousse en forme de carré qui se replie en forme d'accordéon. Ça, c'est ce qui va être le plus robuste et le plus polyvalent. Vous avez par exemple le Z-Lite de chez Thermarest. Donc ça, il coûte une cinquantaine d'euros, je crois, extrêmement performant, extrêmement léger, il est bien compact. Moi, je déteste les matelas en mousse, j'aime pas ça, ça prend trop de place, parce que vous allez commencer à me connaître, moi j'aime avoir un sac de 40 litres au grand maximum sur le dos. Donc, il faut que je fasse un choix en termes de volume. Donc, j'aurai toujours un matelas gonflable, sauf que j'emporte toujours de quoi le réparer, bien évidemment, et je ne le pose jamais au sol comme ça. Soit je vais l'utiliser dans une tente, soit je vais le mettre à l'intérieur de mon billet, jamais directement au sol. Ça serait complètement idiot d'acheter un matelas à 300 balles pour aller le flinguer au bout de 2 jours dans la forêt.